Bonsoir à tous, bonsoir aux téléspectateurs de Télé Créole et bonsoir aux auditeurs de Créole FM, puisqu'ils nous écoutent sur les ondes de Créole FM. Au sommaire d'Infopolitique ce soir, nous parlons d'illettrisme, de lutte contre l'illettrisme, de case à lire ou de case à vivre, de lien social. Qu'est-ce que c'est au plus précis l'illettrisme? Quelle différence entre l'illettrisme et l'analphabétisme? Quels sont les vrais chiffres en ce qui concerne l'illettrisme à La Réunion? Quelles sont les différentes formes d'illettrisme? Qu'est-ce qu'une case à lire? Comment les responsables, les animateurs et les bénévoles ont transformé leur case à lire en case à vivre? Pour apporter des éléments de réponse à ces questions, nous revenons ce soir d'abord à ma gauche et à votre droite donc Raoul Lucas, universitaire, Expédite Cerno, chargé de mission illettrisme au pôle égalité des chances, santé sociale à la région Réunion, Madeleine Caz, maintenant à ma droite et à votre gauche, Madeleine Caz, directrice de la case à lire de la Plaine des Palmistes, et Guillaume Laprat, animateur de Slam, des cases à lire. Donc ce soir, 4 invités. D'abord, bonsoir à chacun et à chacune d'entre vous. Bonsoir. Alors, on va commencer tout de suite sur une chose, c'est la définition. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est, quelle est la définition de l'illettrisme. Je me suis basé donc sur ma source ce soir, c'est donc l'agence de lutte contre l'illettrisme. On va d'abord regarder c'est quoi la définition de l'illettrisme. Courante. Est-ce que vous êtes d'accord, messieurs, dames, avec cette définition-là? Oui, effectivement, c'est une bonne définition. Ça résume bien ce qu'il faut mettre sous le terme illettrisme. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que c'est quelqu'un qui va passer par l'école, qui va, au sortir de l'école, en raison des difficultés d'apprentissage qu'il aura eues, ne pas avoir une bonne maîtrise du lire, de l'écriture et du calcul, ou c'est quelqu'un qui va, après l'école, désapprendre. Donc c'est une définition. Alors ça c'est le terme, désapprendre. On va revenir là-dessus parce que on va parler tout à l'heure des formes d'illettrisme. Madame Cerno, vous êtes d'accord ou qu'est-ce que vous préférez apporter? Rajouter à cette définition qui est effectivement la plus simple et comme vient de le dire Raoul Lucas, c'est que c'est quelqu'un qui a été scolarisé, donc c'est important de le savoir, quelqu'un qui a été scolarisé mais qui n'a pas suffisamment appris les savoirs qu'on appelle les savoirs de base pour être aujourd'hui autonome dans sa vie quotidienne et maîtriser les connaissances basiques qui sont la norme de notre société. Ça ne veut pas dire du tout que c'est quelqu'un qui ne sait rien, c'est quelqu'un qui a des connaissances, mais elles sont insuffisantes, elles sont confuses, ou alors il a beaucoup oublié. Madame Gaz? Oui, c'est tout à fait ça. À la différence d'un analphabète qui ne sait ni lire ni écrire, ni lettré. Et qui, on le verra juste après, qui n'a pas été non plus scolarisé. Bien sûr, et il a mal, disons qu'il n'a pas eu les bonnes acquisitions, voilà. Il a appris, mais mal appris, ou mal retenu. Pas suffisamment, voilà. Guillaume Laprat, avec les jeunes, c'est un peu ça aussi? C'est ça, mais rien à rajouter. D'accord. C'est ça, c'est bien ça. On va passer donc, on va voir juste pour qu'on soit vraiment précis sur cette question, on va voir c'est quoi l'analphabétisme. Ça nous donnera l'occasion de faire un petit retour en arrière. On parlera sans doute de l'ARCA avec Raoul Lucas et sans doute Expédite Cerno également. Mais juste pour qu'on soit sûr, qu'est-ce que c'est l'analphabétisme? On regarde tout de suite la définition. Alors donc, on parle d'analphabétisme pour désigner des personnes qui n'ont jamais été scolarisées. Il s'agit pour elles d'entrer dans un premier niveau d'apprentissage. Alors, voyez la différence? Donc, jamais scolarisé et donc aucun acquis. Non, aucun acquis scolaire. Oui, exactement. Oui, aucun acquis scolaire. Et merci de la précision, Madame Cerno. Oui, tout à fait, aucun acquis scolaire. Alors, il y a des personnes qui n'ont, et à travers l'histoire de l'école à La Réunion, on peut s'en rendre compte assez aisément, qui n'ont jamais fréquenté des établissements scolaires.
Ça ne veut pas dire que ces personnes n'ont pas de compétences. Ça ne veut pas dire que ces personnes n'ont pas de capacité. Donc ces personnes-là sont définies dans le jargon, parce que c'est des problèmes de définition, sont définies comme analphabètes. Mais si je fais un retour avec ce qui a été dit tout à l'heure sur l'illettrisme, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le terme illettrisme, c'est la France qui l'a un peu imposé, c'est les sociétés occidentales. Parce que pendant très longtemps, dans les sociétés occidentales, on a considéré que la question de la maîtrise de l'écriture, la maîtrise de la lecture, la maîtrise de savoir de base, était une question qui était réglée, que l'école l'avait réglée. Or, chacun peut comprendre que quand on ne continue pas à entretenir ces savoirs, on va finir par désapprendre, par les perdre. Et surtout en zone tropicale où il y a beaucoup d'érosion. Mais donc on va les perdre. Le mot est joli. Et donc à partir de là, on a pris, notamment en France, le terme d'illettrisme pour faire la différence entre ce qui est un analphabète et ce qui est un illettré. Alors, juste avant de revenir à l'illettrisme, je vais juste vous poser une question. L'analphabétisme, est-ce que vous êtes confronté à ça dans le travail? Est-ce que vous avez des exemples de personnes que vous avez rencontrées qui souffrent vraiment de ne pas savoir lire et écrire? Madeleine Gaz? Moi, j'en ai un, mais très proche. Mes parents ne savaient ni lire ni écrire. Mon père ne sait toujours ni lire ni écrire et ma mère a appris à lire avec l'ARCA. Et grâce à l'ARCA, elle sait lire et elle lit couramment. Alors justement, si on revient 20, 25 ans, voire 30 ans en arrière, on parle de l'ARCA cette fois-ci. Cette fois-ci, c'était l'alphabétisation et non pas la lutte contre l'illettrisme. Oui. Alors aujourd'hui, quand on regarde le parcours qui a été mené entre ce moment où il fallait alphabétiser, parce que les gens n'avaient vraiment aucun acquis scolaire, voilà, pas de lecture, pas d'écriture, pas de calcul, à aujourd'hui. Si vous faites la différence entre... Qu'est-ce qui vous surprend le plus? Alors, il faut faire attention. Du temps, dans les années 1970, le terme illettrisme n'est pas encore inventé en France et n'est pas encore imposé. Donc l'ARCA ne pouvait pas parler d'illettrisme, ce terme n'existait pas encore. Tout à fait. Alors à partir de là, les termes qui étaient là pour rendre compte de ces situations, c'est le terme analphabétisme. Et après, il y a, je ne veux pas rentrer dans la technique, il y a toute une série d'autres termes qui précisent cette notion. Mais qu'a fait l'ARCA? L'ARCA a fait deux choses fondamentales, voire trois. La première, c'est de montrer qu'il y a une nécessité de professionnaliser, si on veut, remettre les gens dans des processus d'apprentissage. Ça ne peut pas se faire n'importe comment, dans n'importe quel cadre, avec n'importe qui, et de façon bénévole. Ça, c'est la première chose. Celle-là était fondamentale parce que c'était un combat qui n'était absolument pas gagné. La deuxième chose, qui va alimenter au début toute une série de polémiques, et qui peut encore aujourd'hui alimenter des polémiques, c'est que l'ARCA a montré, à travers ses travaux, à travers ses résultats et les expériences qu'elle a menées, avec Mme Cerneau et avec d'autres, qu'on pouvait avoir connu l'école et être redevenu analphabète. Et à cette époque, on disait redevenu alphabète ou tomber dans l'idée et tomber dans l'analphabétisme. Que donc, c'était pas simplement une question de gens d'une certaine génération et qu'on considérait que quand ces gens allaient disparaître, eh bien cette question allait être résolue. Ça, c'est le deuxième grand acquis qu'on doit à l'ARCA, qui a contribué à faire prendre une réflexion sur ces questions. Troisième acquis, c'est donc de bâtir, tout à l'heure on en parlera peut-être, de bâtir un certain nombre de démarches, ce sont des démarches techniques, ce sont des démarches professionnelles, donc il y a des outils, et donc et ça c'est le troisième acquis de l'ARCA. On parlera de méthodologie donc dans un instant. Juste pour qu'on soit précis sur cette question, revenir sur les formes, les différentes formes d'illettrisme. Je vous propose de les regarder et de voir que finalement, vous allez être surpris que finalement il y a beaucoup plus d'illettrés à La Réunion, et peut-être qu'on est aussi parmi, parce que la définition donnée par l'Agence nationale contre l'illettrisme, de la lutte contre l'illettrisme, est assez impressionnante. On regarde donc ces différentes formes d'illettrisme. C'est pas nous qui sommes en tués, Pauline.
Ne pas savoir se repérer dans le temps et dans l'espace et circuler seul. Ne pas pouvoir faire ses courses. Ne pas savoir prendre un médicament. Ne pas savoir lire une notice. Ne pas pouvoir suivre la scolarité de son enfant. Ne pas pouvoir lire un schéma, c'est vrai aussi pour une carte. Ne pas pouvoir communiquer avec son entourage au travail. On va pouvoir aussi ajouter d'autres formes, ne pas pouvoir entrer dans la lecture d'un livre, ne pas pouvoir retirer de l'argent d'un distributeur automatique, ne pas savoir lire une consigne de travail ou de sécurité, ne pas savoir lire un planning d'horaire de travail, ne pas savoir calculer des quantités. Et ce ne sont que les formes qui ont été retenues, bien sûr. Donc, ça veut dire bien, on revient bien à quelque chose. D'abord, il y a est-ce qu'on a acquis ou pas les éléments, et surtout, est-ce qu'on a gardé, on a conservé les éléments qu'on a acquis pour pouvoir lire un schéma, pour pouvoir ne serait-ce lire une notice, monter un meuble. Vous voyez, c'est la question d'illettrisme à ce niveau-là a évolué. Est-ce que ça vous surprend? Non. Ça ne veut pas nous surprendre puisque nous sommes de ceux qui travaillons avec ces personnes quotidiennement. Mais je voudrais quand même dire, si vous voulez, que toutes ces non-compétences qui ont été listées là, ça n'est pas figé. Vous n'allez pas trouver facilement une personne qui est ne peut pas. Voilà. Donc on aura des gens qui seront capables de faire certaines choses dans cette liste et pas d'autres. Et donc aussi, c'est important que le public comprenne que la personne qui est en situation d'illettrisme, ce n'est pas qu'il ne connaisse pas l'alphabet. Il peut très bien connaître l'alphabet et être capable de réciter. On fait trop de cas de l'alphabet. Les 26 lettres de l'alphabet, ça ne sert à rien si on n'arrive pas à les assembler et à en faire quelque chose et retirer un message. Donc la personne qui est en situation d'illettrisme, ce n'est pas qu'il ne connaît pas l'alphabet. Ce n'est pas qu'il ne sait pas mettre les lettres de son nom. C'est qu'il est dans cette situation où il y a ces actes qui sont ordinaires pour tout un chacun, que la personne soit n'arrive pas à faire, soit ne maîtrise pas suffisamment. Mais par exemple, moi je voudrais dire quand même que je prendrais par exemple ne pas être capable de faire ses courses, c'est pas tout à fait exact. Les gens sont capables de faire leurs courses, mais ils ne le font pas avec l'aisance que nous on aura quasiment, si je peux me permettre l'expression triviale, les doigts dans le nez. Parce qu'à ce moment-là, ils vont demander à quelqu'un dans la grande surface de lui dire le prix de la bouteille d'huile. Et donc, mais les gens pourront faire leur course. Hein. Ils ne vont pas rester. Souvent à la poste, la personne ne savait pas signer. Et il fallait 2 personnes pour signer à sa place. Vous vous rappelez de ce genre de situation-là? Oui. Nous, à l'association, on a un exemple il y a une jeune femme qui sait bien lire, qui sait bien écrire, qui sait compter, mais qui ne sait pas manier l'argent. Et elle vient chez nous tous les vendredis après-midi parce qu'elle a besoin qu'on lui apprenne comment utiliser son argent pour faire ses courses. Elle va par exemple dans un magasin, si elle a 20 €, elle n'est pas capable de savoir ce que la personne doit lui rendre si ça coûte 2 € ou 3 €. Oui, ça, et ce travail-là, et pourtant elle sait bien lire, elle est intelligente, elle sait bien lire, elle sait bien écrire, mais elle a cette problématique-là. Et on travaille avec elle depuis quelques semaines, tous les vendredis après-midi, avec des petits, sur des choses qu'on a découpées, avec des faux billets, des boîtes d'allumettes pour qu'elle puisse compter, mais on a trouvé une technique, et c'est vrai qu'elle, alors qu'elle sait lire et qu'elle sait écrire, c'est ce qu'on... Raoul Lucas. Oui, alors là on touche du doigt un autre aspect de la question, mais vous l'avez dit à l'instant, c'est que cette notion d'illettrisme, elle est évolutive. Elle est évolutive parce qu'elle est fonction des exigences de la société du moment et du moment. Et donc aujourd'hui, on peut ne pas l'être, mais on va vers une société avec une complexification d'un certain nombre de tâches ou de situations. Et d'ailleurs qui peuvent aussi nous concerner. Dans un certain nombre de démarches qu'il convient de faire, eh bien, on va du coup se retrouver dans cette définition. Madame Cerneau et moi-même, nous étions dans
les années 80 à l'île Rodrigue, où nous travaillons sur justement également un plan de lutte contre l'illettrisme. Eh bien, quand on est allé à Rodrigue, quand on a commencé à mettre en place ces actions, on s'est rendu compte, et ça va dans le sens de ce que disait tout à l'heure Madame Gaz, on s'est rendu compte que les personnes avaient beaucoup de difficultés à compter. Elles avaient beaucoup de difficultés à compter et elles avaient beaucoup de difficultés à se rendre compte si ce qu'on leur rendait comme roupie correspondait bien à ce qu'elles devaient recevoir, parce qu'elles avait donc un rapport un peu difficile avec l'argent, avec la monnaie, tout simplement parce que pendant très longtemps, et c'était un phénomène assez nouveau qui était en train de se généraliser, il y avait des choses qui nécessitaient pas le recours à l'argent. Il y avait beaucoup de transactions qui se faisaient, qui étaient du troc. Donc, quand on a généralisé cela, eh bien, il y a des exigences sociales nouvelles qui sont apparues et qui induisent après des comportements. Alors, avant de continuer, on va regarder justement, on va parler des dispositifs, de tous les dispositifs concernant la lutte contre l'illettrisme, de tout ce que vous pourrez nous dire ce soir, de tout ce que vous avez mis en place, de tout ce que vous faites. Juste avant, on va regarder un petit reportage sur les activités qui sont proposées. Nous avons visité donc la Casalire de Sainte-Suzanne et la Casalire donc de la Plaine des Palmistes. Je vous propose donc de regarder les activités qui y sont proposées. Déjà fait la jupe, ça c'est un récapitulatif de la leçon. Donc je vous écris toutes les étapes une par une sur le tableau. L'association a pris contact avec moi parce que les usagers désiraient apprendre à faire des vêtements pour elles-mêmes. Donc on m'a contacté et ce que je fais, c'est que chacune va à son rythme. Et on a commencé avec des choses simples. On a commencé à faire une petite jupe toute simple, un petit haut. Et puis on va avec chacune à son rythme. Chacune va à la vitesse qu'elle peut. Elle nous apprend beaucoup, la dame. Depuis que je suis avec elle, je ne savais pas coudre. Et maintenant, j'ai appris à faire une petite jupe. Et je suis fière de ce qu'elle m'a appris. La Case Alliance de Bacatel propose plusieurs activités, dont l'activité couture, comme vous avez vu tout à l'heure. Ensuite, on a l'atelier d'informatique et l'atelier lecture-écriture. Il n'y a aucun travail. Ça n'a... Il fait le tour avant. Depuis 2 ans qu'on fait ici, comme activité. Il prend des cours d'ordinateur. Et puis de temps en temps, on fait un petit peu de couture comme voilà. Comme je viens de dire, j'apprends un petit peu à savoir un petit peu tout ce qui se passe dans le monde, faire des petites recherches, par exemple sur les plantes, sur les fleurs et tout ça. Ben ici, on a fait confiture de papaye, confiture de goyavier, des gratins de chouchou. Ces ingrédients vont être utilisés dans l'atelier qu'on va préparer. Si on fait un jour un curry, un rougail morue, ou un rougail saucisse, ou un curry poulet, vous allez trouver ces ingrédients. On a des braies de citrouille, les braies de citrouille, nous fait curry avec. Il y a en général un groupe qui se met là pour trier si c'est des braides, pour trier les braides, et puis toute la partie vraiment cuisson, ça se déroule de ce côté-ci. Alors au niveau des adultes, les adultes viennent emprunter des livres avec nous pour se familiariser avec le plaisir de lire en fait chez eux. Et on est du coup des enfants, le mercredi après-midi on passe 1 heure de temps, 2 heures de temps avec les enfants à travers la lecture, des petites histoires, par exemple Histoire douce. On leur raconte l'histoire, on leur pose des petites questions pour voir si ils avaient bien compris de ce qu'on lisait en fait pendant la séance. Les Casalières, c'est un dispositif donc, qui a été mis en place à partir de novembre 2010 donc, par la région Réunion. On voit aujourd'hui, il y a 44 Casalières aujourd'hui à la Réunion. Qu'est-ce qu'on y fait? Est-ce qu'on va juste rester sur les éléments dits dedans, dans ce dispositif-là? Qu'est-ce qui est proposé? Qui c'est qui veut répondre? Avant de laisser la parole à mes collègues. Je voulais dire en fait que la Casalire c'est ouvert de 16 ans à 65 ans, voilà, et à plus, et
que les activités sont variées. On peut autant bien trouver de l'atelier couture, de lecture, et qu'est-ce que Guillaume Lapra propose dans les casaliers? Du slam, du chant. À l'étang salé, je sais qu'il propose aussi des ateliers de musique assistés par ordinateur. Donc on essaie de trouver un panel d'activités qui peut convenir à toute tranche d'âge. Madame Gaez, pour la Plaine des Palmistes. Oui, alors c'est en fonction, mais tu as raison, c'est en fonction du public qui vient et qui fréquente la Casa Lire. Nous, à la Plaine des Palmistes, on a un public, alors qu'au départ, notre association était orientée vers la jeunesse, on s'est assez rapidement rendu compte qu'on avait un public plus âgé qui venait. Donc on a adapté nos activités à ce public-là. Et on a des ateliers, ateliers informatiques bien sûr, l'atelier couture, l'atelier cuisine, un atelier tourné vers les familles aussi, vers l'écriture et la lecture. Mais par exemple, sur la musique qu'on avait essayé au départ, on n'y est pas arrivé, puisqu'on a manqué de cette jeunesse qu'on voit plus à l'étang salé ou peut-être avec chez vous. Mais oui. Il y a un constat à faire, c'est que vous vous êtes adapté à la demande du public. On s'adapte au public qui fréquente, qui vient à la Casa Lire. En tout cas, c'est pas vous qui proposez et ceux qui acceptent. Non, vous voyez, vous leur demandez d'abord qu'est-ce qu'eux veulent faire. Alors, il faut dire que, excuse-moi Madeleine, c'est que il faut dire que quand l'association propose son projet à la région, avant qu'il soit validé, il faut qu'il fasse des propositions, qu'il nous disent, parce qu'il ne peut pas, si vous voulez, ouvrir sa porte et dire venez, on fera ce que vous voulez. Il y a quand même certaines directives, une ligne de conduite et des propositions pour le public. Ensuite, la Casa Lire doit être assez ingénieuse, comme Madeleine vient de le dire, pour comprendre que si cette activité proposée, que l'association avait imaginée avant d'avoir son public, ne convient pas, eh bien, il faut savoir l'abandonner. Donc, si vous voulez, là peut-être je suis la mieux placée pour en parler, puisque pour la région Réunion, j'ai écrit le cahier des charges. C'est que nous, au début, on a demandé aux associations de proposer une seule activité. Et en leur disant, avec cette activité qui va servir à appâter les gens, vous allez leur montrer qu'on lit et qu'on écrit tous les jours, sans souffrance, et sans que ça soit difficile. Mais au fur et à mesure, les Casa Lire ont proposé soit une gamme, soit des activités qui se succèdent en fonction des désirs du public. Donc, moi, je pense à un exemple, justement, vous montrez la Casa Lire de Sainte-Suzanne. Une Casa Lire qui était à Sainte-Suzanne, pas celle-là, mais une autre de Sainte-Suzanne même, elle voulait fonder sa Casa Lire sur les contes. Eh bien, ça ne plaisait pas du tout au public. Le public, ça ne leur parlait absolument pas. Donc, la Casa Lire a été assez sensée pour arrêter avec les contes et de faire de la couture. Et de demander qu'est-ce qu'ils voulaient. Voilà. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Vous êtes donc chargé de mission à la région Réunion sur l'égalité des chances. Quels sont les autres dispositifs qui existent justement pour dans cette lutte contre l'illettrisme? Alors, les Casa Lire, comme vous l'avez dit, ont été votés par la région en fin d'année 2010. Mais la région s'occupait déjà d'illettrisme avant. Il y avait les dispositifs de formation classique, c'est-à-dire les stages, que tout le monde connaît, qui étaient financés donc par la région auprès soit d'associations, soit d'organismes de formation qui étaient des entreprises de formation. Juste une précision, on appelait souvent ça des remises à niveau parce que ça... Non, la remise à niveau, si vous voulez, c'est un dispositif parmi ceux qui étaient proposés. Mais il y avait la lutte contre l'illettrisme basique. Des stages, c'est-à-dire que les gens venaient en stage du lundi au vendredi de 8h à 4h. Et on leur apprenait les savoirs de base. Et ça, on a vite fait de dire que ça ne marchait pas. Ça marchait. Ça marchait avec des hauts et des bas. Mais on a résolu à un moment de se dire qu'il faudrait un dispositif plus diversifié et plus proche des gens pour compléter, parce que de toute façon, on se rendait bien compte qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui avaient des réticences pour aller dans ces stages, parce que ça leur rappelle l'école, où ils ont été en échec. Et donc, on a créé ce dispositif de Casa Lire pour venir compléter ce qui se faisait déjà. Alors Lucas, sur ce dispositif de lutte contre l'illettrisme, les Casa Lire, quel regard? Je trouve que moi j'ai découvert ça
un jour que j'ai été invité à la région pour intervenir sur cette thématique, puisque c'est une des thématiques sur lesquelles je travaille depuis un certain nombre d'années, j'ai été complètement épaté parce que, et après je m'y suis intéressé d'un peu plus, puisque nous avons mené à la demande de la région des études sur ces questions. En fait, on touche du doigt quoi ? Qu'il s'agisse des cases à lire, qu'il s'agisse de ces stages ou qu'il s'agisse même de l'école, pour apprendre, il faut établir une relation de connivence avec celui à qui on va enseigner ou on va transmettre. Donc, si on ne réussit pas à établir cette relation de connivence, il y a un certain nombre de difficultés qui s'opèrent, qui surgissent. Et ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que à travers le dispositif Cases à lire, eh bien, c'est à la fois un dispositif de proximité et c'est un dispositif qui va susciter le désir. Donc, l'enseignant qui est dans sa classe, il est confronté à la question de la connivence. Et à lui de se débrouiller, il a un programme. À lui de se débrouiller pour faire avancer son programme. Donc, à lui de se débrouiller, ça s'appelle la pédagogie. Comment il va s'y prendre ? Comment il va s'y prendre pour intéresser ses élèves, pour les mettre au travail? Mais c'est toujours un peu la même forme. C'est-à-dire donc comment on donne de l'envie d'apprendre. Et les cases à lire, je terminerai là-dessus, ont par toute une palette d'activités, par des relations qu'elles ont pu établir avec les gens qu'elles accueillaient et les gens qu'elles accueillent, elles ont réussi à susciter du désir, donc de l'envie. Et donc ensuite, tout un progrès, un cheminement qui se fait. Alors, avant de continuer, on va parler de deux réussites. On dira... Ça s'est passé donc à la Case à lire de la Plaine des Palmistes. Madeleine Gaz a donc rencontré Elisette Pèdre. Juste pour en parler, avant, juste pour montrer, juste pour dire que c'est une histoire un peu triste. Oui, c'est une histoire un peu triste. Elisette Pèdre est venue à l'association, à la Case à lire, en disant qu'elle avait un rêve et qu'elle voulait raconter son histoire parce qu'elle estimait qu'elle avait une vie de femme un peu triste et qui méritait quand même d'être connue pour que d'autres femmes se disent qu'on pouvait quand même finir par être heureuse. Donc on l'a accompagnée, et elle disait qu'elle avait envie d'écrire son histoire et on l'a accompagnée dans ce projet. Voilà. Alors au début, le livre... Alors juste, on va envoyer l'image puisque j'ai préparé cette image-là. Si on peut envoyer donc Sa mère ne l'aimait pas. Donc juste qu'on voit le livre, voilà. Donc Sa mère ne l'aimait pas. C'est ce livre qui est donc sorti de combien de temps de travail avec Elisette Pèdre? Alors elle a mis 3 mois ou 3 mois et demi pour l'écrire, pour taper sur un ordinateur parce qu'au début elle ne savait pas utiliser un ordinateur, donc on lui a appris. Elle est venue sur une ou deux séances, elle est venue le faire à l'association. Ensuite, on lui a prêté cet ordinateur et elle a travaillé chez elle. Lorsque son travail a été terminé, elle est venue à l'association. On a imprimé ce qu'elle avait écrit et on a eu 3 semaines toutes les deux pour travailler son texte et pour ensuite l'éditer. Parce que ce qu'on essaye de faire sur tout le travail d'écriture que nous faisons à l'association, on a la possibilité, cette chance-là, de pouvoir l'éditer. Donc le livre d'Elisette, il a mis de la naissance, enfin de la gestation, comme on peut dire, à la naissance, au bébé, on va dire 5 mois. Et le livre donc est paru en... Le livre est sorti en fin 2013. Je crois, c'est ça, hein, c'est ça. Hein. Il est sorti en 2013, il a été présenté parce que Expédite a fait en sorte qu'il paraisse dans le journal de la région. Elle a été interviewée justement par des journalistes de la région, par des radios, elle est passée à la télévision. Et elle a été très très fière de pouvoir montrer ce qu'elle avait écrit et son travail. Elle en a été très très heureuse. Si on parle au passé, c'est que Elisette Pèdre, donc, qui est décédée
l'année dernière? Alors, on a eu juste le temps de présenter son livre pour la Journée internationale de la femme. Oui. Et elle est morte au mois d'avril, oui. Voilà, donc c'était pour montrer aussi que, voilà, donc ce livre, si vous voulez l'acheter, Sa mère ne l'aimait pas, c'est une histoire triste parce que un enfant qui recherche l'amour de ses parents, c'est quelque chose de particulier, et un enfant qui est victime aussi des pulsions de ses proches, c'est aussi très dur, mais malgré tout, c'est un cheminement, et dedans, elle parle aussi d'amour, elle parle aussi de joie, et c'est quelque chose qui mérite vraiment d'être découvert. Excusez-moi, je voudrais rajouter que donc moi j'ai eu la chance de la connaître pas très longtemps puisqu'elle est décédée peu après, mais je pense que c'est l'une des plus belles réussites. Il y en a d'autres, hein, mais ça c'est quand même spectaculaire parce que c'est une personne qui, quand elle est arrivée à la Casa Lire, elle en rêvait, mais elle ne pensait pas qu'elle pouvait le faire parce qu'elle ne savait pas très bien lire et écrire. Et grâce à la Casa Lire, elle a écrit son histoire. Son histoire est imprimée. Elle a eu le temps d'avoir son livre entre les mains. Et ça, c'est des choses comme ça qui, pour nous motivent et nous montrent qu'on est dans le bon chemin. On ne fera pas d'eux des intellectuels avec Bac plus 3. C'est pas le but non plus, de toute façon. Mais les gens peuvent... quoique... Si on leur laisse le temps, elles peuvent y arriver, hein, on ne sait jamais. Bien sûr. Et les gens peuvent réaliser leurs projets dans la mesure de leurs moyens et faire ce dont ils ont envie. La lecture et l'écriture ne nous est pas réservée, n'est pas réservée à une élite. C'est accessible à des gens comme ça si on a trouvé le moteur par lequel ils vont entrer dans ces savoirs. Voilà, donc ça c'est pour le côté de la réussite, d'autres réussites, je parle du livre bien sûr, d'autres réussites au niveau du livre, il y a L'Art de la sauce, et puis il y a Le pays de la dame au maniveau. On va voir les images pendant que Madeleine Gaz nous raconte un peu comment ça s'est passé. Alors, La dame au maniveau, c'est l'histoire de L'Art de la sauce. Où est-ce que vous êtes sur L'Art de la sauce? Ouais. Alors, L'Art de la sauce, c'est toutes les recettes qui sont dans ce livre ont été testées en atelier. Et ce sont les gens qui choisissaient et qui nous amenaient leurs recettes et qui les faisaient avec nous. En fait, là, ce sont ces personnes qui nous apprenaient leurs recettes. Voilà. Et concernant le pays de la dame au maniveau. Et la dame au maniveau, c'est donc... maniveau, ça veut dire vanne. Hein, c'est un vanne, la dame au vanne. Ouais. Et c'est un livre qui a été écrit à partir des histoires de la vie des personnes, des anciens de la plaine des Palmistes. Nous sommes allés chez eux. Et alors, il y a un groupe qui filmait, d'autres qui prenaient des photos, d'autres qui écrivaient. Et à la Casa Lire, il y a un autre groupe qui a dépioté tout ça et qui a écrit pour qu'on en fasse ensuite un livre. Voilà. On va continuer sur la Casa Lire et on va parler cette fois-ci de slam, puisque Guillaume Lapras est là aussi pour parler de ce que lui, il fait au sein des Casa Lire. Alors, le slam... Est-ce qu'on préfère regarder d'abord et puis on en parle après ou... On regarde d'abord. Donc on va regarder l'apprentissage qu'il fait donc avec les jeunes en ce qui concerne le slam. Alors, une fois que vous avez fini votre texte, vous posez votre texte. Comme ça, je comprends que vous avez fini de le lire. Mais en même temps, vous retenez les mots que vous n'avez pas compris. Alors donc, intox. C'est le contraire de information, on va dire. Il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont fausses. Quand c'est vrai, on va dire l'information est bonne. Quand c'est faux, l'information c'est une intox. D'accord? On dit que... C'est quoi la dernière phrase? On dit que l'art... c'est pour les bêtes, mais c'est une intox. On dit que l'art c'est pour les bêtes, mais c'est une intox. Alors on dit que l'art c'est pour les bêtes, mais c'est... Voilà, mais c'est faux, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est une intox. Ah, alors c'est un mot anglais. Un B, un R, un E, un A. Alors ça se dit break. Alors c'est quoi le breakdance avec la danse debout et par terre. Alors tu écoutes
Alors c'est quoi? Le breakdance, c'est de la danse debout et la danse panthéon. Je savais pas comment on écrivait. Voilà, ben ça s'écrit comme ça, break. Dance. Alors, dance, c'est écrit dance. C'est écrit danse. Mais là, c'est écrit en anglais, hein, faites attention. À l'école, ne vous trompez pas. Comment on écrit danse? D-A-N-C-S-E. Alors, c'est S-E, hein, en français. Mais les anglais, il y a des mots qui ressemblent au français, mais ça ne s'écrit pas tout le temps pareil. Là, c'est breakdance avec un C, parce que c'est en anglais. Ah, pareil, c'est un mot anglais. Attends. Alors, il y a un mot qui s'écrit B-E-A-T, c'est beatbox. Alors, c'est des mots anglais, hein, c'est les jeunes qui ont mis ça parce qu'ils savaient c'est quoi. Beatbox, qui sait c'est quoi le beatbox? Oui, le beatbox, c'est quand il y a des personnes qui font des bruits avec leur bouche. Voilà, alors le beatbox, ça veut dire boîte à rythme. Et en fait, c'est les gens qui font de la musique avec la bouche. Par exemple, alors une batterie. Une batterie, on a le kick, ce qu'on appelle le kick, le pied. Et en beatbox, les gens n'ont pas trop de moyens, donc ils font. Alors, on a la caisse claire. Caisse claire, c'est. Non, c'est. Et les gens, ils n'ont pas les moyens de s'acheter une batterie, donc ils font. C'est moins cher, mais ça fatigue plus. Ok? Apparemment, c'est vrai. Tout le monde rigole sur le plateau. La question, c'est, en fait, au moins il y a deux choses. Beatbox, c'est ça? Beatbox, voilà. Boîte à rythme. Ça, je l'aurais au moins appris ce jour-là. C'était juste pour l'anecdote. Et finalement, qu'est-ce qu'ils apprennent plus? C'est la musique qui les entraîne pour apprendre les mots, ou c'est les mots qui les entraînent pour apprendre la musique? On va dire les deux. On prend. Alors déjà, s'ils viennent, c'est qu'ils ont un centre d'intérêt. Donc on va essayer de s'intéresser à ça et d'enrichir un peu leur vocabulaire, peut-être au niveau de l'anglais. Ou moi, par rapport. Alors c'est leur deuxième séance, donc on est vraiment en initiation. C'est un projet que je mène avec le TCO pour pouvoir valoriser l'art oratoire, les arts oratoires, pardon. Donc j'essaie de les intéresser à ce qu'ils aiment et en même temps leur apporter des techniques telles que les figures de style, les rythmiques, l'articulation. Sur le slam, oui, c'est la répétition des rimes. Oui. Voilà. Et ce qui est pas, pour vous qui avez regardé, on a vraiment l'impression d'un cours de français où on disait comment on écrivait les mots, ou c'était vraiment un cours de slam pour vous? Non, c'est un peu découpé, mais oui. En fait, moi, j'ai déjà vu aussi là, parce que ce sont des enfants, hein, moi j'ai vu donc les Guillaume intervenir auprès d'adultes, à la possession ou au port, je ne sais plus. Après, ce qu'on voit, nous, c'est le résultat. C'est-à-dire qu'à la possession, les femmes qui fréquentent la Casalière ont construit leur slam. Et elles ont pris une chanson de Daniel Waro. Elles ont adapté, chacune dit un couplet, et elles disent ce qu'elles pensent de leur casalière avec cette petite chanson qui se conclut en maloya. Donc ça, c'est à la possession. Oui. Ça, c'est à la possession. Donc je veux dire, là, c'est quand la séance, elle est un peu, elle est filmée comme ça, on voit que le petit morceau, mais après, le résultat, c'est la production qui est fait ici ou là par des groupes que Guillaume a menés. En dehors du combat de l'illettrisme, il y a aussi leur redonner confiance. C'est des gens qui n'osent plus trop s'exprimer, parler en public. Donc le plus, c'est la confiance en soi et la prise de parole. La prise de parole en public. Et oui, justement là-dessus, c'est un constat qu'on doit faire. C'est Casalire, c'est association, Casalire, le travail commun qu'il y a au sein de ces structures. Il y a une réalité. Vous avez créé un lieu de rencontre. C'est ça ? Une case, voilà. Une case
C'est-à-dire que, évidemment, l'objectif final de la région, c'était que les gens puissent approcher la lecture et l'écriture en comprenant que ce n'est pas forcément pénible, au contraire même, que ça peut être du plaisir. C'est la lecture plaisir qu'on voulait leur faire découvrir. Mais ils ont développé aussi donc des liens très forts, ici et là, et ils ont développé aussi quelquefois une activité lucrative. Et puis les gens, ça a fait émerger les talents parce que nous on ne peut pas mettre le pied à la plaine des Palmistes sans revenir avec beaucoup de confitures, de achats, ceci ou cela, des trucs qu'ils ont fait, c'est excellent parce que c'est des compétences que les gens avaient mais qui étaient restées enfouies en elles, ces femmes, ou dans la maison. Mais là maintenant c'est sur la place publique, elles peuvent vendre leurs produits. Et, voilà. Alors, ces casalières, donc ces endroits, ces sites qui accueillent, c'est aussi des lieux de rencontre aujourd'hui et on va écouter ces 2 ou 3 personnes dire exactement qu'est-ce que ça leur apporte, est-ce qu'ils en retirent. Rencontre à nous entre nous. C'est d'être en groupe. Et bien sinon ça va, les filles, ça passe bien, on s'entend bien et le courant est là quoi. C'est un endroit où on se retrouve, où on se pose, où chacun prend un café, où tout le monde discute. On peut même parler de choses de la maison, de difficultés qu'ils peuvent rencontrer. C'est un espace où il y a un lien social très fort, où des amitiés se créent, de bonnes rencontres. Il y a le plaisir d'être ensemble et je pense que c'est vraiment, on est dans la notion du vivre ensemble sur ce type d'atelier. Alors, de casa lire à casa vivre, un lien social, un vivre ensemble, on peut aller, vous qui avez vécu avec l'évolution de ces structures, la casa lire, vous pensez qu'aujourd'hui on en est là? Vraiment un lieu de rencontre? Oui, moi je pense que tous les gens qui viennent dans les cases à lire, maintenant elles ont créé des liens entre elles, elles se fréquentent entre elles. Moi, je le vois au niveau de la plaine des Palmistes, ce sont des personnes qui vont chez l'une et chez l'autre. Donc, ils se fréquentent en dehors de la structure. Ça a créé un lien aussi en dehors. Et ce que je vois, c'est elles prennent plaisir à être ensemble et à apprendre ensemble. Et aujourd'hui, dans certains ateliers, je vois par exemple, si je prends l'exemple de l'atelier informatique, les plus anciennes aident celles qui arrivent, les nouvelles. Ou les nouveaux. Et ça, c'est vraiment, et il y a cette notion de partage, de faire des choses, de solidarité, de faire des choses ensemble. Ça, ça c'est certain. Guillaume Laprat, au niveau des jeunes, d'un public plus jeune, c'est-à-dire que vous rencontrez, il y a aussi des échanges, il y a aussi des liens qui se créent. Moi, dans ma casa lire, on n'a pas encore de jeunes, justement. J'aimerais qu'on puisse. Et le public jeune que vous rencontrez, avec qui vous travaillez? Alors, quand je travaille avec les jeunes, il y a. Par rapport à ce groupe-là ou d'autres que vous avez eu avant? Alors, moi, ce que je retiens, c'est que. Il y a pas de. À l'école, il y a quelque chose qui se fait, c'est. Les premiers de la classe jouent souvent avec les premiers de la classe et les derniers de la classe jouent souvent avec les derniers de la classe. Dans mes ateliers, je me rends compte que tout le monde se regroupe. Comme disait Madame Gaz, il y a ce principe de tutorat aussi, d'entraide. Et ça fait un tout, ça fait un ensemble, ça fait une production. Et à la fin de cette production, tout le monde est heureux d'avoir fait ce qu'ils croyaient pas capable, en fait. D'accord. Alors, je voulais rajouter que ce que Guillaume dit là me fait penser que depuis le début, j'avais dit aux cases à lire, les premières, qu'il ne faut pas systématiquement faire des groupes de niveau. Au contraire, de mélanger les gens, parce qu'ils ont chacun à apporter l'un à l'autre. Et ils ont réussi à merveille parce que... si vous voulez, c'est un peu un fantasme d'enseignants ou de formateurs de vouloir des groupes de niveau pour dire tout le monde va avancer au même rythme, on va les former de la même manière. Là, personnellement, je n'étais pas favorable à cela. Au début, peut-être certains animateurs ne comprenaient pas trop, mais maintenant, le résultat, c'est qu'ils voient que finalement, en se mélangeant, chacun apporte à l'autre
Et il n'y a pas justement, comme disait Guillaume, cet esprit de compétition, de dire moi je suis avec les meilleurs, ou bien moi je suis bonne et toi tu es encore à la queue. Donc il y a, si vous voulez, en étant ensemble, il y a une certaine émulation et il y a aussi de l'entraide. Enfin, du moins, c'est ce que nous, on constate quand on visite les casalières. Dans ce cas-là, comment voyez-vous l'évolution de ces structures ? Il y a beaucoup de pistes. Hein, pour l'instant, c'est encore un peu incertain. Mais si vous voulez, par rapport à ce qu'on avait imaginé et les casalières aujourd'hui, il y a quand même un cheminement que certaines casalières ont pris qui n'était pas ce qu'on avait prévu. Alors, par exemple, la chose la plus importante, nous, on avait prévu de cibler des jeunes, 18-35 ans, puisque on a eu l'occasion de le dire, c'est que nous, on voulait que soient formés les gens qui soient en capacité d'aller vers la formation, etc. Mais très vite, avant même quelquefois que la première casalière soit ouverte, il y a eu un afflux de personnes plus âgées. Donc, moi, j'ai montré aux animateurs que rien ne les interdit de prendre des personnes plus âgées. C'était une préférence de dire de ne pas négliger les jeunes, mais la casalière est ouverte à tout âge, comme disait Guillaume, c'est-à-dire à partir du moment où la personne n'est plus dans le système scolaire, parce qu'on ne fait pas concurrence aux dispositifs qui existent dans l'éducation nationale, dans l'école, etc. Voilà, si les gens sont pris en charge au niveau de l'école, tant mieux. Nous, ce n'est pas notre cible. Notre cible, c'est ceux qui n'ont plus cette possibilité, qui sont sortis de là et qui sont persuadés que de toute façon c'est fini, c'est foutu, et de toute façon ils sont en échec. Donc c'est là que nous on les prend et il se trouve qu'il y a des casalières où les jeunes viennent, notamment je pense à Saint-Pierre, à Ravine Blanche, il y a beaucoup de jeunes et d'autres casalières où les gens sont un peu plus âgés. Mais ça n'a aucune importance puisque ce qui compte c'est que les gens, ça leur plaît, qu'ils ont envie et qu'ils trouvent des réponses à leurs besoins dans ces casalières. Alors Lucas, je reviens à ma question. Comment faut-il faire évoluer ? On voit que chacun s'adapte en fonction du public. Dans ce cas, quelle évolution faut-il mettre en place pour que ça soit, je dirais, par la rigueur, plus performant, plus efficace ? Mais je pense que c'est déjà efficace. À partir de là, il y a ce qui se fait dans une casalière sur un lieu n'est pas forcément transposable. Il y a autant de casalières et autant de démarches qui peuvent d'une casalière à l'autre n'être pas les mêmes. Mais il y a un point commun qui est le susciter du désir, comme je l'ai dit tout à l'heure, et créer des conditions pour remettre les gens dans une confiance en eux importante. Et après, ça c'est quand même quelque chose qui est très très important. Et cet esprit, cette démarche, elle va se préciser en termes de démarche, elle va se préciser. Il va y avoir des choses qui vont sans doute demander à évoluer, mais c'est très très important. Ce qu'il fallait pas faire, et c'est tant mieux qu'on ne soit pas allé dans cette direction, parce que le résultat aurait été connu, hélas, il aurait été un résultat un peu catastrophique, c'est de singer l'école. C'est-à-dire de refaire une école avec des gens, des animateurs qui n'ont pas de formation pour être des enseignants. Donc il ne s'agissait pas de refaire l'école, en plus en s'adressant à des publics qui ont eu une scolarité un peu difficile, quoi. Donc il faut faire autre chose, il faut inventer. Et ces casalières sont dans ce processus d'invention, d'adaptation et de transformation, de créativité, exactement. D'accord. Alors, sur le constat, juste parce que je tenais aussi à faire cette émission à ce moment-là, c'est pour dire que les structures sont ouvertes pendant les vacances pour ceux qui le souhaitent, et à la rigueur, tous les publics, je pense. C'est le moment. Est-ce que les casalières sont prêts à accueillir tout le public qui sont en vacances, enfin tout le public qui est en vacances? Le public en situation d'illettrisme, j'insiste. C'est-à-dire que la casalière, si vous voulez, ça n'est pas comment dire ça, un espace uniquement de temps libre. La casalière n'est pas une MJC, n'est pas un case. La casalière, c'est pour amener les gens à développer leur savoir de base au travers d'une activité ou de plusieurs activités. Donc c'est quand même l'objectif premier. C'est-à-dire les gens ne viennent pas là juste pour s'amuser.
Mais on leur montre qu'ils peuvent lire, écrire, calculer en s'amusant. Vous voyez la différence. D'accord. Alors finalement, avant que je parle d'ouvrage, si on doit faire un petit bilan, en tout cas aujourd'hui l'illettrisme, il faut porter un autre regard déjà sur le public et aussi de ce qu'on dit de ces personnes-là. Oui, moi je pense qu'il faut porter un autre regard, il faut que le public comprenne que, que l'illettré il fait pas pitié. Alors peut-être qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi, mais j'y tiens. L'illettré, il ne fait pas pitié. C'est quelqu'un de normal, une personne ordinaire qui a besoin d'aide pour les savoirs de base. C'est tout. C'est pas un pauvre diable dans son coin qui n'a pas fait rien. Il faut le prendre en pitié, dire on n'a pas lire, on fait pitié. Non, c'est quelqu'un qu'il faut lui montrer que la lecture, l'écriture, le calcul, c'est des savoirs qui sont intéressants, qui peuvent les réinvestir, mais c'est une personne qui peut être très bien. L'autre jour, j'ai entendu la rediffusion sur une chaîne concurrente d'une émission qui s'est faite à Sainte-Suzanne, justement, avec les gens de la Casa Lire, une vieille madame de 71 ans qui disait moi, m'y débrouille à moi depuis longtemps, mi ça va à droite, mi ça va à gauche, mi ça va en France. Quand m'y connaît pas, mi demande de moon, bien m'y regarde les flèches, m'y débrouille à moi. Donc les gens vivent. Et notre tâche, c'est pour ça qu'elle est d'autant plus difficile, c'est qu'il faut qu'on arrive à convaincre ces gens qui doivent quand même entrer dans les savoirs, même si ça ne leur paraît pas indispensable. Mais une fois, quand on a fait le travail de Casa Lire et quand on commence avec eux, ils se rendent compte que c'est indispensable. Et c'est là la subtilité. D'accord. À moins que quelqu'un ait quelque chose à rajouter. Non. Je vais juste vous présenter ce livre, si on peut faire le gros plan. Donc ce livre de... Alors, Expédite Cerno. Là, il est marqué Expédite Laop Cerno. C'est... Bon, ben ça a une histoire. Hein, c'est que... c'est ma famille qui a insisté pour que je mette... de la servitude à la liberté, oui. C'est un roman? Oui, c'est un roman. Bon, c'est pas en lien direct avec la Casa Lire, hein, mais oui. Bon... non, je vais pas c'est ma famille a insisté pour que je mette le nom de mon père, puisque c'est quand même une histoire que lui nous a racontée. Et votre père, c'est... Maxime Laop. Voilà, donc ce que je voulais aussi dire, il y a d'autres livres, je m'excuse parce que celui-là, j'ai pas pu le mettre en image, mais on va regarder donc les différents livres qui ont été également, sur ce plateau. Donc il y a Épitaclée, si on peut la voir, de Marie Lumière. Alors, est-ce que vous savez qui est cette jeune fille qui est sur la une de ce livre? Quelqu'un peut... Non, on sait. Est-ce que vous savez qui? Oui, on a quelques donc Marie Lumière, donc juste pour préciser donc à ceux qui regardent que c'est Madame Gaz qui est sur la photo. Elle a été mise de possession, c'est ça? Oui, on va éviter d'en parler. Il y a également Grand Moka, toujours écrit par Marie Lumière, donc montrer donc cet ouvrage également. On va parler du cahier d'Emma. Le cahier d'Emma, donc, également, si on peut le voir. Et il nous restera donc le cahier d'Emma. Et puis, on va voir aussi si on peut voir... ça, c'est un conte qui a été donc édité par vous, alors, dans le cadre de la Casa Lire, oui. Alors, le cahier d'Emma, c'est Margaret Adenor qui en est l'auteur, est une plasticienne et elle a écrit ce conte. Enfin, c'est une fable philosophique, plus exactement, et sur les drontes, les dodos. Donc, hein. Alors, et elle a écrit le texte en créole et le texte en français. Et elle est venue à la Casa Lire en nous demandant si on acceptait de l'accompagner sur ce projet, ce que nous avons fait. Voilà. Le dernier livre que je souhaitais vous montrer, c'est Le Libre Rêve. C'est... Encore Madeleine Libre Rêve, là c'est Objet Réunion, donc c'est aussi. Alors ça c'est un livre qui a été édité aussi par vous. Qui a été édité. Les photos sont de votre frère, Daniel. Oui, voilà, les photos sont de mon frère, mais on a écrit. Moi j'ai écrit les petits textes, hein, sont des petits textes rimés. Et c'est un livre aussi qu'on utilise pour la Casa Lire, sur des interventions qu'on fait dans les écoles et tout. On utilise beaucoup ce livre. J'entends. Donc ça c'est le Libre Rêve, c'est une belle histoire. Alors, aussi. Le Libre Rêve, c'est une jeune fille qui écrit depuis très longtemps, depuis qu'elle est toute petite, et qui avait le rêve aussi, c'est d'ailleurs le Libre Rêve, le rêve de pouvoir faire éditer ses textes. Et c'est une jeune fille qui est
psychologiquement extrêmement fragile. Et c'est pour cette raison qu'on l'a accompagnée dans son projet de la case à lire, l'a accompagnée dans son projet de livre. Et elle écrit sur le temps qui passe. Et elle écrit de très très jolies choses sur le temps qui passe. Voilà. Si également, je vous ai montré ces bouquins, parce que ces livres, ces ouvrages, c'est parce que ces livres, la vente de ces livres, normalement, ont déjà un objectif pour vous? Alors, tous les livres que vous avez montrés, tous ces livres, chaque centime que nous récupérons vont servir à pérenniser l'emploi des 2 animatrices que nous avons actuellement sur la case à lire, parce que elles sont là depuis 3 ans maintenant. Elles font un travail remarquable. Et elles sont hyper sérieuses et j'aimerais, pour que la case à lire puisse continuer à exister, pour qu'on puisse continuer à fonctionner, on a besoin qu'elle reste là. Et chaque livre vendu va servir aux charges sociales et au salaire de ces jeunes femmes. Voilà. Voilà, donc il nous reste 3 minutes. Alors, est-ce que vous souhaitez faire une petite conclusion sur ce qui a été dit? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'illettrisme doit être regardé différemment et l'accompagner? Parce que finalement, si on regarde ce qu'on a dit depuis le début, on est plus ou moins tous des illettrés. Ah oui, c'est tout à fait. Ça, tout à fait, c'est une notion tout à fait évolutive. Et oui, ce qui est important de marteler constamment, c'est que c'est une notion évolutive qu'on peut désapprendre et qu'il faut changer de regard. Il faut sortir du misérabilisme dont parlait tout à l'heure Expédite Cerno. Il faut changer de regard et trouver après les moyens de mettre ces personnes en confiance et de les réinscrire dans des démarches dynamiques et pour en être jusqu'à être les auteurs de leur propre vie ou les historiens de leur propre vie. Élite Cerno. Bien, j'insisterai sur cette idée qu'il faut que le public puisse laisser ces stéréotypes et comprendre que la personne qui est en situation d'illettrisme est une personne comme vous et moi, mais qui simplement a une difficulté que nous n'avons pas. Et avec ça, aussi ne pas regarder les dispositifs selon les schémas qu'ils croient, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oh là là, depuis 40 ans qu'ils font la lutte contre l'illettrisme, il y en a toujours autant. Mais c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. C'est ce que je vous ai dit en off, hein, c'est que la lutte contre l'illettrisme c'est extrêmement compliqué, donc ça ne se résout pas par des belles paroles ou par des belles intentions, ni par du catéchisme, ni par un catéchisme laïque, mais c'est un travail de professionnel. Et c'est ce que nous nous efforçons de faire. Les animateurs, dont Guillaume, sont en formation pour qu'ils deviennent des vrais pros. Mais ils deviendront des vrais pros à partir de ce qu'ils ont déjà développé dans les cases à lire. Madame Diaz, un mot avant. Oui, j'aimerais dire quelque chose parce que l'année dernière, avec la case à lire de la Plaine des Palmistes, oui, on a travaillé sur un projet sur la guerre de 14-18. Oui, et c'est voilà, j'aimerais en dire pas longtemps, mais juste un petit mot, dire que cette exposition qui est sur la guerre de... Je peux, comme ça? Non, vers la caméra ici. Voilà. Alors cette exposition a reçu le label du comité du centenaire et a également reçu l'aval du ministre de l'Outre-mer, de Madame Paul Angevin, qui nous accompagne, qui nous aide et qui nous accompagne pour que cette exposition soit montrée en métropole. Donc en septembre, elle va être montrée à Portet-sur-Garonne, dans la région toulousaine. Pourquoi? Parce que c'est la ville de l'aérospatiale et qu'il y aura un vernissage, une conférence, des présentations dans les écoles et les collèges et lycées de Portet-sur-Garonne, où on va parler de Roland Garros, qui est notre réunionnais, notre célèbre réunionnais, et on va donc présenter notre exposition et ce CD, voilà. Ah bon, Guillaume. J'invite à toute personne ayant des difficultés, enfin qui se sentent mal par rapport à leur situation et de ne pas avoir peur. On est là en tant qu'animateur, pédagogue, et on est là pour les pousser vers le haut pour qu'ils puissent se sentir comme tout le monde, car ils sont comme tout le monde, comme l'a dit Expédite Cerno. Merci Guillaume Laprat. Donc Guillaume Laprat, donc animateur des cases à lire, Madeleine Gaz, donc directrice de la case à lire de la Plaine des Palmistes,
Expédite Laop Cerno, donc chargé de mission à la région, donc à égalité des chances et santé sociale, donc à la région, et Raoul Lucas, donc universitaire. Merci à vous tous pour ce moment, et n'y voyez là aucune allusion. Merci pour ce moment et merci à vous de nous avoir suivis. Merci aux téléspectateurs de Télécréole de nous suivre. Merci aux auditeurs de Créole FM. Merci à la réalisation. Merci aux casalières de Sainte-Suzanne et la Pénébalmiste pour leur accueil. Continuez bien votre soirée sur Télécréole et Créole FM. Portez-vous bien. Bonsoir chez vous.